cher professeur Burgess. Merci de m'accueillir à l'École normale supérieure. Je travaille beaucoup avec l'ENS Lyon, puisque je suis localisé à Lyon, et notamment avec un institut qui s'appelle l'Institut des systèmes complexes. Vous avez l'équivalent, enfin il y a des équivalents un peu partout, dont vous avez l'éminent directeur ici présent, qui est par ailleurs directeur de recherche à l'INRIA. Et je dois vous dire que dans mon état d'avancement de la carrière, je prends presque plus de plaisir à parler à des non-juristes qu'à des juristes. Alors, il faut voir en moi une espèce de dégénérescence. Voilà, c'est probablement que je suis en train de me dégénérer juridiquement, c'est-à-dire, au fond, à m'améliorer. Voilà, au fond, je m'améliore. Je vais vous parler d'un projet qui est soutenu par l'Institut universitaire et je suis dans la deuxième année du projet. C'est un soutien de 5 ans. C'est pas facile pour un juriste de décrocher un UF parce qu'il faut être capable d'avoir un projet qui parle à des non-juristes et dans des jurys internationaux pluridisciplinaires, eh bien, souvent le juriste est un peu montré du doigt comme celui qui ne sait pas dialoguer avec les autres. La séance d'aujourd'hui, je l'ai adaptée à mon public sans vous connaître, c'est-à-dire sans connaître vos spécialités. En tout cas, je me suis dit qu'il n'y aurait peut-être pas de juristes. Alors, est-ce qu'il y a des juristes dans la salle ? Ou un petit peu, même qui ont trempé le bout du doigt un jour, par hasard. Non, donc il n'y a pas de juriste. Donc je vais adapter ma présentation à cette approche-là, ce qui est encore une fois très gratifiant pour moi, puisque vous allez le voir, ça entre bien en résonance avec mon projet. C'est un effort qui n'est pas un lourd effort pour ce qui me concerne, et qui est un effort nécessaire. Pourquoi ? Parce que c'est très utile pour moi d'avoir vos réactions venant d'autres disciplines, quelles qu'elles soient. Mon travail, c'est de combler la distance qui nous sépare, qui sépare un projet de recherche de ceux qui sont susceptibles de le recevoir. Et ce type de séance, bien évidemment, c'est toujours une avancée, spécialement quand les gens ne sont pas du tout d'accord. Voilà, donc ce serait bien que vous ne soyez pas du tout d'accord. Vous inquiétez pas, je saurai me défendre, mais que nous puissions donc avoir un échange. Alors ce projet, il a un intitulé dont vous avez les grandes lignes. L'intitulé du projet UF, c'est la circulation totale au-delà du contrôle. En anglais, Full Movement Beyond Control and the Law, donc son rapport au droit. C'est un projet qui se donne pour ambition principale de faire entrer dans le droit un phénomène qui n'y figure pas. Alors, je vais vous donner un peu l'état de prédisposition des juristes face à ce type de situation où on essaye de faire entrer dans le droit une réalité, pour dire les choses simplement, qui n'y figure pas. Vous allez voir que ce n'est pas nécessairement guilleré comme type d'environnement. Et donc, je vais essayer de vous montrer que je vais malmener en quelque sorte cette attitude ordinaire du juriste. Je vais la contrarier, pas pour embêter mes camarades, à qui je suis très reconnaissant de m'avoir aider à être ce que je suis, mais parce que je pense qu'il faut de temps en temps faire cet exercice si on veut ouvrir le droit sur des réalités encore nouvelles pour le droit ou inconnues du droit. Voilà le sens central de la démarche. Alors d'abord, il faut que vous ayez un petit peu une représentation de ce qu'est le droit, et ce n'est pas nécessairement facile, donc je vais partir de l'idée que vous n'en avez jamais fait, et je vais dire des choses très élémentaires, mais qui ne sont pas inutiles. D'abord, les juristes ne parlent pas de phénomène. Le mot phénomène est un mot qui est absent du discours juridique. Pourquoi ? Parce que le juriste parle des faits. Et le fait, il met tout sous le même vocable, c'est-à-dire que le fait brut, la pierre qui tombe, qui fait mal à quelqu'un, le fait physique, le fait de gravitation qui fait que la pierre tombe, le fait social, le jet de pierre dans des manifestations publiques qui peut avoir une symbolique particulière et développer une analyse, par exemple, sociologique, et je m'arrête à ces 3 exemples. Tout ce type de distinctions qui viennent enrichir l'approche des faits, ce n'est pas quelque chose que le juriste utilise. Tout est mis dans le même panier, on dit que c'est le fait. Et le droit va s'approprier le fait pour en faire quelque chose. Pour comprendre ce passage du fait au droit, la très grande majorité des juristes opposent l'être et le devoir-être. L'être, c'est la réalité, que le juriste va totalement abandonner aux autres disciplines, en s'interdisant, évidemment je caricature un peu le trait, puisque j'essaye de faire œuvre de pédagogie, en considérant que ça, c'est l'affaire des autres. Et le devoir-être, c'est la construction du droit. Donc le droit, c'est une construction intellectuelle
qui va se représenter cet être, qui n'est pas lié par cet être. Il n'y a pas de réalité objective qui s'impose au droit. Tout le droit n'est que construction, donc le droit peut tout faire à propos de n'importe quel sujet. Ce qui compte pour le droit, c'est la manière dont il le fait. Donc c'est le langage du droit, les procédures, les institutions qui le font. Bref, c'est ce qu'il appelle le devoir-être. Et il y a une séparation importante entre les deux, voire quasi totale. Alors, conséquence de cette situation, quand on donne aux juristes un objet qui n'est pas un objet du devoir-être, c'est-à-dire du droit, qui n'est pas entré dans le droit, eh bien le juriste répond que ça n'existe pas. Il passe son chemin et s'intéresse à un autre objet sans jamais essayer de comprendre pourquoi ça n'existe pas, la plupart du temps. Alors bien sûr, il y a des juristes qui contrarient cette tendance générale, il y a des juristes qui ont une capacité à passer le pont entre l'être et le devoir-être, mais ils sont assez rares parce que c'est souvent des juristes qui ont besoin d'avoir une double casquette, une double compétence disciplinaire. Par exemple, on a des juristes sociologues, on a des juristes philosophes, on a des juristes historiens, mais très souvent dans ces domaines-là, même dans ces domaines-là, les positions sont assez clivées parce que les rapports entre les disciplines, on en parlait, sont souvent des rapports de conflit, de rivalité, où en gros, la discussion c'est de savoir qui tient le manche, qui c'est qui a la main sur le sujet, et vous imaginez bien que le juriste avec ses gros sabots et ses constructions, toujours a posteriori, toujours dans un monde un peu clos, va vite fait de se faire laminer en quelque sorte par la vague de l'historien, du philosophe, du sociologue, qui a des outils de recherche souvent beaucoup plus développés, du physicien, informaticien, des outils de recherche beaucoup plus développés que ceux du droit. Voilà l'état décrit de manière très très sommaire, avec beaucoup d'injustice, parce que je vous donne l'impression que les juristes sont tous en îlot fermé. Ce n'est pas nécessairement le cas, et j'en suis un exemple parmi bien d'autres, mais n'empêche que c'est une tendance assez générale des juristes de considérer qu'ils ne s'intéressent pas à la réalité, ils s'intéressent à la réalité du droit, et la réalité du droit, c'est une construction. Donc, ils partent de la règle de droit. Face à ce constat, j'ai voulu vivre l'expérience. Vous savez, une recherche, c'est quand même d'abord une expérience personnelle, avant d'être autre chose, éventuellement. Et j'ai voulu vivre l'expérience presque d'Adam et Ève, en imaginant un scénario où j'allais me retrouver au début du monde, comme juriste, parce qu'on va dire que je suis né juriste, je suis mal né, je suis né, j'aurais pu être philosophe, je suis né juriste, et je me retrouve au début du monde, et au début du monde, le juriste observe des réalités, donc la vie, la mort, déplacement d'air, de matière, etc., et le juriste va construire des règles à partir des réalités qu'il observe. Alors, on ne peut pas faire ce travail aujourd'hui, puisque ça fait des millénaires que l'homme construit des techniques qui relèvent potentiellement de la technosphère, des techniques pour appréhender le réel. Et donc, aujourd'hui, on ne peut pas se trouver facilement en situation de découvrir quelque chose de nouveau, puisque vous imaginez bien que sur des tas de sujets, ou tous les sujets, ou presque, le juriste a quand même bien souvent un petit quelque chose à dire, et donc, au fond, il y a déjà de la construction. Et alors, j'ai voulu imaginer une hypothèse où je ne serais pas confronté à ça. J'ai imaginé une espèce de terre vierge, une île encore non découverte, que le juriste allait pouvoir approcher par ses méthodes pour ensuite développer ce qu'il sait faire, c'est-à-dire travailler à méthode juridique. Et dans la définition de cette hypothèse de travail, encore inconnue du juriste, j'ai imaginé la circulation totale au-delà du contrôle, que je vais définir, que je vais illustrer, que je vais ensuite traiter en droit en adaptant mon discours pour essayer d'être le plus compréhensible possible, et que j'espère, nous pourrons soumettre à la discussion avec vous, spécialement avec votre approche géopolitique du risque qui a valu que nous entrions en contact à la suite d'un article que vous avez publié dans The Conversation et qui m'avait fortement intéressé. Alors, quelle est mon hypothèse? Je m'intéresse aux phénomènes de circulation produits par l'homme. Donc, je ne m'intéresse pas aux circulations naturelles, les mouvements d'air, de masse d'eau, les plaques terrestres, etc. Ce n'est pas mon sujet. Je m'intéresse aux circulations géophysiques produites par l'homme, matérialisées ou dématérialisées, peu importe, qui échappent à son contrôle, qui échappent au contrôle de l'acteur qui est à l'origine de cette circulation, mais également qui échappent au contrôle de l'ensemble des acteurs.
d'où l'expression totale. Il y a un phénomène d'échappement qui concerne l'ensemble des interlocuteurs. Partant de là, je m'intéresse au fond aux produits de la technosphère, par opposition à la biosphère, pas aux circulations de la biosphère, mais aux circulations produites par la technosphère, et je m'intéresse probablement à cette ère géologique nouvelle qui serait l'Anthropocène par opposition à l'Holocène. Ça n'était pas l'entrée dans mon travail du tout, parce que je suis un grand ignorant, mais notamment grâce à cette rencontre avec Stefan Grumbach qui est ici présent, et d'autres chercheurs, je me suis ouvert à cette dimension qui entrait parfaitement en résonance avec mon sujet. Et ça, c'est un coup de bol, hein. Je ne l'avais pas imaginé comme ça. C'est peut-être une chance d'ailleurs que je n'ai pas posé mon sujet comme ça, parce qu'il aurait été considéré comme jargonneux, probablement. Donc je pense que c'était un mal pour un bien, mais ce n'était pas mon entrée, parce que je n'avais pas cette vision holistique que le juriste n'adopte jamais, et que nous adopterons en mars lors du colloque de Lyon, auquel d'ailleurs Stéphane participera. Donc voilà l'hypothèse de départ, circulation produite par l'homme qui lui échappe, qui échappe à l'acteur, qui échappe à l'ensemble des acteurs. Alors, qu'est-ce que je veux décrire derrière cette réalité? D'abord, je veux décrire une réalité qui est difficile à saisir pour le droit. Pourquoi? Parce que le droit est comme une sorte de construction qui fixe les choses sur les territoires. Le droit vient toujours d'un territoire. Par exemple, le droit national vient d'un pays qui a son territoire. A priori, ce droit s'applique sur ce territoire. Et le boulot du juriste, ça va être d'identifier les situations qui ont une connexion avec ce territoire et que ce territoire va régir, va fixer. Et le droit a beaucoup de mal à saisir des situations en mouvement. Je vais y revenir plus tard. C'est quelque chose de très difficile parce que saisir une situation en suspension entre plusieurs territoires, ça suppose un niveau de construction très supérieur à celui que fait ordinairement le juriste qui, encore une fois, est sur son territoire et un peu comme la bande passante, attrape tout ce qui passe, mais n'est pas capable d'aller au-delà et de saisir le phénomène dans sa totalité. Donc, premier élément, c'est un objet difficile. La circulation pour le juriste, c'est un objet difficile. Deuxième élément, cette circulation totale au-delà du contrôle rejoint des hypothèses d'une extraordinaire banalité. Ce n'est rien de très exceptionnel. Alors, je vais prendre des exemples. Un premier exemple pour comprendre, et ensuite je vais développer 4 séries d'exemples. Dans le développement de ces exemples, je ne serai pas juriste. Je serai celui qui se tient au courant de l'actualité, qui lit au moins un journal par jour et qui, au café du commerce ou je ne sais où, parle des réalités du monde avec les autres, avec une connaissance tout à fait médiocre des phénomènes dont il parle. Donc, dans un premier temps, je n'accède pas du tout à vraiment de la connaissance. J'essaye de décrire ce qui serait une réalité, mais sans avoir les outils d'une construction en particulier. Alors, premier phénomène, pour essayer de faire... de concrétiser mon hypothèse, c'est l'hypothèse des gaz à effet de serre. Je conduis mon scooter ou ma voiture, je libère des gaz. Celui qui libère des gaz n'est jamais en situation de pouvoir les récupérer, jamais en situation de pouvoir les récupérer. Une fois qu'il les a libérés, ça échappe à son contrôle. Et si on se situe à un niveau plus macro, pour dire les choses simplement, cet échappement caractérise l'ensemble des acteurs, puisque nous savons que des gaz à effet de serre libérés par l'activité humaine, et notamment par les scooters, circulent tout autour de la planète sans qu'aucun acteur puisse prétendre avoir le contrôle sur ces mouvements de circulation. Alors bien sûr, l'homme va essayer d'exercer des modes de contrôle. Premier contrôle, ça peut être la mesure du phénomène. Il va essayer de quantifier, c'est un contrôle, la mesure. Il va essayer de limiter les émissions, donc éviter qu'il y ait des émissions trop importantes. Il va essayer d'entrer dans des mécanismes de rémission, quelque sorte, d'absorption des émissions existantes en plantant par exemple des arbres, etc., etc. Bon, bien sûr, mais le phénomène saisi soit dans le cas individuel de l'automobiliste, c'est ça qui est intéressant, soit dans le cas global, dans les deux cas, le phénomène est placé en situation d'échappement. Personne ne peut dire qu'il a le contrôle, ou s'il le dit, il est le seul à le croire. Il peut y avoir un discours sur le contrôle, mais personne n'est pas véritablement convaincant. Ça, c'est un premier exemple. Maintenant, on va décliner l'exemple avec 4 sous-sujets, les personnes, les données,
les capitaux et les déchets. Je fais attention à l'ordre parce que j'évite de mettre les personnes et les déchets à côté. C'est tout à fait incorrect, donc il faut toujours que je réfléchisse, même si pour mon hypothèse, l'ordre importe évidemment peu. Alors prenons les personnes. Je vais à chaque fois dire des choses, encore une fois, très très banales, qui sont alimentées. Pour ma recherche, par exemple, je lis un certain nombre, bien sûr, d'éléments de presse, et tous les jours, j'ai des dossiers et je classe dans mes hypothèses ce qui sort, et tous les jours, j'alimente, soit en français ou en anglais, j'alimente mon sujet. Donc c'est tout le temps là. C'est pas une fois par semaine, c'est tous les jours. Alors, une fois, ce sera 4 articles par jour, une autre fois, ce sera 10, ça dépend des circonstances, mais tous les jours, il y a quelque chose. Donc c'est ça dont je vais vous parler. Alors prenons les personnes. Premier phénomène auquel on peut penser, c'est bien sûr le phénomène migratoire. Le phénomène migratoire a été pensé dans des cadres, notamment juridiques, c'est là où le droit retrouve son importance, qui ont été imaginés à l'après-guerre, avec essentiellement la question des migrations en tant que telle, et ensuite la question différente, qu'il ne faut évidemment pas confondre, des réfugiés, et deux traitements différents de ces deux sujets. Nous savons que les crises migratoires se produisent à étapes régulières. C'est un phénomène récurrent. Et nous savons que face à des situations de crise migratoire, petites ou grandes, récurrentes ou tout à fait exceptionnelles, l'homme se trouve en situation de défaut de contrôle. Pourquoi? Parce que la volonté du migrant d'aller quelque part, de fuir un quelque part et d'aller quelque part, est beaucoup plus forte que n'importe quelle construction, et notamment n'importe quelle construction du droit. On n'arrive pas à le contenir. C'est quelque chose qu'on ne tient pas. On peut le vouloir, on peut le souhaiter, mais on ne tient pas cette réalité-là. Premier exemple que je peux développer, mais enfin que vous imaginez largement. Deuxième exemple, toujours sur les personnes. Je vais prendre des exemples dans des domaines que j'ai travaillé, auxquels je me suis intéressé. La gestation pour autrui. Vous savez, le fait pour des personnes, alors on va dire les choses simplement, un couple, homosexuel ou hétérosexuel, peu importe, de vouloir un enfant par le recours au service, entre guillemets, d'une mère porteuse, et le fait d'aller chercher cette mère porteuse à l'étranger, soit parce que c'est illégal dans le pays, soit quand c'est légal, parce qu'il y a des pays où c'est légal, comme vous le savez, parce que l'offre est insuffisante. Donc on va chercher ailleurs une offre qu'on ne trouve pas localement ou qu'on trouve à des conditions plus favorables à l'extérieur. On a imaginé, j'ai travaillé une étude avec des sociologues sur 4 environnements juridiques différents, l'Israël, la Belgique, le Royaume-Uni, la France, donc en situation où les Israéliens, les Français, les Britanniques, les Belges vont à l'étranger pour opérer une GPA. Et bien dans ces 4 figures qui sont très différents, il y a des pays qui autorisent, d'autres qui l'interdisent, il y a des pays qui l'organisent, il y a d'autres qui subissent complètement le phénomène. Dans tous les cas, il y a un débordement des cadres. C'est-à-dire que le désir d'enfant est tel que les personnes passent les frontières, font faire, entre guillemets, un bébé à l'extérieur, arrivent à ramener le bébé dans le pays d'origine, d'une manière ou d'une autre, et le droit se retrouve devant le fait accompli de devoir gérer le statut juridique d'un enfant, avec toutes les difficultés que vous imaginez, hors de tout cadre juridique ordinaire. Ça fait péter les cadres juridiques qui ont été imaginés. Voilà un deuxième exemple. Alors, troisième exemple, je vais vite. Prenez les personnes morales. Vous voyez, je fais exprès de prendre des exemples assez différents. Les personnes morales, c'est-à-dire les sociétés. Vous imaginez bien que tous les processus de délocalisation sont des processus qui échappent au contrôle, et notamment au contrôle étatique. On a beaucoup de mal à contenir un processus de délocalisation. Nos économies, nos structurations ne sont pas faites pour contenir ce phénomène. Donc les entreprises bougent avec leurs pieds, l'effet Delaware, elles vont chercher la réglementation la plus favorable là où elle se trouve, et les États sont au fond placés uniquement en situation incitative, d'essayer d'offrir des meilleures conditions pour éviter qu'elles ne perdent leurs entreprises ou que leurs entreprises ne sortent une partie majeure de leur activité du territoire national. Ça, c'est pour les personnes. Deuxième sujet, les données. Alors, je vais prendre 3 exemples très rapides. Un exemple de la vie de tous les jours, un exemple plus exceptionnel mais qui est récurrent, et un troisième qui est plus holistique. Premier exemple de la vie de tous les jours, c'est l'exemple que je prends toujours. Supposez que j'ai un blog, je mette sur mon blog
le numéro de téléphone personnel du professeur Burgess, que le professeur Burgess, très aimablement, me demande de retirer ce contenu que j'ai bien sûr mis en ligne par erreur. Je retire ce contenu. Est-ce qu'en retirant, donc en changeant, en effaçant cette page de mon blog, j'ai retiré l'information du web? Vous savez que la réponse est non. La mémoire éternelle du net et le fait que mon site a été entre-temps consulté par des serveurs, aspiré par des moteurs de recherche ici ou là, font que l'information est nécessairement dans plusieurs endroits dans le monde. Donc j'ai littéralement, comme la voiture et le gaz, j'ai perdu le contrôle à partir du moment où j'ai mis à disposition l'information sur le net. Le deuxième exemple remarquable, ce sont tous les leaks ou tous les piratages auxquels on assiste. Le dernier de ce jour, c'est 57 millions d'utilisateurs Uber qui se sont fait pirater. Bon, des affaires comme ça, on en a tout le temps. Voilà, donc on imagine la masse de données qui sortent des circuits, soit par volonté de les diffuser à l'extérieur, soit par l'intrusion d'un tiers. Et puis le dernier élément important sur lequel j'ai travaillé avec Stéphane Grumbach et qui, je crois, a beaucoup intéressé Peter, c'est l'hypothèse d'une datasphère. On peut imaginer, on peut soutenir la thèse que les données circulent dans un environnement qui lui est propre, comme l'eau circule dans l'hydrosphère, comme les particules terrestres circulent dans la lithosphère ou l'air dans l'atmosphère, et que cet univers propre forme un nouvel espace qui s'ajoute aux autres espaces et qui crée des phénomènes d'interaction avec les autres espaces et avec les territoires des autres espaces. Cette approche extrêmement moderne de la circulation des données est faite de circulation totale au-delà du contrôle. C'est parce que les données circulent de manière totale au-delà du contrôle dans un environnement propre qu'on peut imaginer un peu quelque chose comme l'hydrosphère, un environnement où la donnée va changer d'état, circuler d'un état à un autre, parce que personne ne peut dire qu'elle a le contrôle sur la donnée, ou en tout cas sur le flux de la donnée. Voilà, ça c'est un exemple, une autre approche du sujet. Troisième sujet, je vais assez vite, les capitaux. Là, pas difficile pour imaginer un certain nombre d'exemples. Bon, je prends deux exemples liés à l'actualité. La crise financière de 2008 et la conséquence d'un processus qu'on appelle un processus de titrisation. Qu'est-ce que c'est qu'une titrisation? C'est le fait d'avoir une créance, donc quelqu'un me doit de l'argent. Cette somme que quelqu'un me doit, on va lui donner un nom, on va créer un titre. Ce titre, on va le vendre sur un marché négociable, où il sera librement transmis, acheté, revendu sur le marché. Des gens vont créer des titres sur ce titre, qui vont créer des titres sur ce titre, et ainsi de suite. Donc on a un empilement des titres, donc la même valeur par titrisation va devenir 50 valeurs. Hein, vous voyez, il n'y a pas de limite, hein, donc on peut tout imaginer. Et vous avez un phénomène en chaîne, c'est-à-dire que si la créance au départ est pas bonne, elle est mauvaise, ce qui s'est passé dans la crise de 2008 avec les subprimes et les dettes immobilières, eh bien vous avez un écrasement en chaîne et vous avez donc une sorte d'emballement, une circulation totale au-delà du contrôle, c'est-à-dire qu'il est impossible de stopper l'effet domino que va produire l'écrasement de la valeur originelle. Pourquoi? Parce que personne n'a le contrôle sur la circulation des titres. Les titres circulent hors de tout contrôle. Il faudrait arrêter le marché, donc on suspend le marché pour que ça ait un effet, non pas de rémission, parce qu'on ne revient pas à l'état, mais enfin au moins on calme la chute et on arrête. Mais si on arrête le marché, on arrête l'activité, et si on arrête l'activité, évidemment, ça ne fait pas le jeu de ceux qui se nourrissent de cette activité. Voilà un exemple. Je prends un deuxième exemple très discuté, avec la technique du blockchain, que vous connaissez, ce qu'on appelle les monnaies virtuelles. Bien sûr, l'expression est discutée, et en particulier le Bitcoin. Le système totalement décentralisé des blockchains fait qu'on n'a pas un opérateur central qui contrôle l'ajout des opérations sur la chaîne, bloc par bloc. Tout ça ne marche que parce qu'on croit que la chaîne de blocs est indestructible. Nous avons la démonstration, et nous aurons la démonstration dans l'avenir, qu'une chaîne de blocs peut être cassée, qu'il peut y avoir des intrusions, et donc que ce phénomène en chaîne peut aussi échapper, décentralisé, c'est sa grande qualité, peut aussi échapper à ses initiateurs.
Voilà une autre hypothèse. J'en viens aux déchets. Je vais prendre deux exemples, un ordinaire, l'autre tout à fait exceptionnel. J'ai interrogé les acteurs de la ville de Lyon qui traitent les déchets domestiques, un opérateur privé en l'occurrence, et je leur demande, alors ça c'est sur des informations qu'on ne peut pas avoir évidemment avec un magnétophone, je leur demande quelle est la part de déchets domestiques qui échappe à leur contrôle, c'est-à-dire la part des déchets qu'ils devraient traiter et qu'ils ne traitent pas, ou la part des déchets qu'ils traitent et qu'ils ne devraient pas traiter. Le bricoleur du dimanche qui trouve de l'amiante chez lui et qui le met dans sa poubelle au lieu de donner ça au circuit spécialisé. La réponse à Lyon est de 90% et sous contrôle. Donc on aurait 10% hors contrôle sur un déchet ordinaire. Vous imaginez que sur des déchets beaucoup plus compliqués, qui supposent des niveaux de traitement beaucoup plus coûteux et beaucoup plus élevés, ce pourcentage peut être plus important. Si je prends la même hypothèse et que j'interroge non plus la municipalité de Lyon ou l'opérateur lyonnais, mais l'opérateur brésilien à Rio de Janeiro, parce que je vais régulièrement au Brésil pour cette recherche, vous imaginez que le chiffre au-delà du contrôle sur les déchets domestiques doit être proche de 90%. Voilà. Donc selon l'endroit, ça peut être très très variable, mais il y a une perte de contrôle qui est inhérente. Je prends un autre exemple, toujours sur lien sur le réseau d'énergie. N'importe quel distributeur d'énergie qui a un réseau de distribution définit une perte, l'électricité, le gaz, etc. Voilà, il y a des pertes inhérentes au phénomène de circulation, ça fait partie du processus. L'exemple remarquable, c'est l'exemple de la constitution d'îlots de plastique en mer de Chine ou dans le golfe du Mexique, des particules de plastique produites par l'homme qui s'agglomèrent et qui font ce qu'on appelle le 6e continent et qui font partie des réalités d'aujourd'hui. Voilà donc des exemples pris dans différents domaines. Alors, le droit n'a pas à traiter toutes ces hypothèses. C'est-à-dire que si on revient un peu sur le terrain du risque, je vais commencer à y revenir doucement, on peut imaginer que pour bien des hypothèses, la gestion de risque existe déjà, c'est-à-dire que l'opérateur privé va mesurer la part d'échappement du contrôle, va lui donner un coût et va chercher à mutualiser ce coût. Je vous donne un exemple de conversation que j'ai eue avec un chef économiste de banque brésilienne. Il m'explique que 3% des dépôts qui sont faits auprès de sa banque chaque année disparaissent. J'ai trouvé que le chiffre était absolument considérable, 3%. Et il me dit, Monsieur Berger, votre problème, votre hypothèse, ce n'est pas un problème pour moi. Moi, je fais un calcul de coût. Chaque année, je calcule ce que ça vaut, 3%, et je fais payer par les clients, sans le leur dire, bien sûr, à chaque fois qu'ils demandent un prêt, une carte bancaire, qu'ils présentent un chèque et je ne sais quoi d'autre, je leur fais payer, en gros, ma défaillance, entre guillemets, qui est liée à des phénomènes internes, des phénomènes externes, peu importe, et j'arrive à la socialiser. Alors, je lui dis, d'accord. Je lui dis, mais si vous perdez 3%, il y a des chances que votre concurrent perde aussi quelque chose. Il me dit oui. Et il est possible que la Banque fédérale du Brésil perde quelque chose. Il me dit oui. Et je dis, mais vous imaginez ce que ça représente? Tout ce que tous les banquiers du monde perdent en dépôt au niveau mondial, ça correspond à une masse, et cette masse est au-delà du contrôle. Et là, il me répond oui, et gentiment, pour être poli, il me répond, là, ça commence à m'intéresser. Voilà, là, on était dans mon sujet. Donc, on peut très bien considérer que pour plein d'hypothèses que je viens de présenter, le droit n'a pas nécessairement à intervenir, et le droit n'a pas nécessairement à intervenir. Ça, c'est juste une possibilité, ce n'est pas nécessairement obligatoire, mais on imagine quand même qu'arrivé à un certain niveau d'échelle, la perte de contrôle peut être de nature à saisir le droit dans ses constructions, et vous allez le voir de manière parfois assez perturbante. Alors, comment le droit approche les phénomènes? Comment, ayant décrit le phénomène de manière très simple, non experte, je peux essayer d'imaginer le travail du juriste. Je vais présenter le propos sous deux angles. D'abord, je vais vous dire ce que le juriste sait faire de mieux. C'est catégoriser, c'est classifier en quelque sorte le phénomène pour essayer de le traiter juridiquement. Ça, il sait faire parfaitement. Et puis il y a une deuxième chose que le juriste peut être invité à faire, et là, c'est quelque chose qui est plus douloureux pour lui. Il peut être amené à reconstruire, à reconsidérer ses constructions à l'aune du phénomène. La première approche est phénoménologique, une dimension clairement phénoménologique. Le juriste accepte de prendre un phénomène, un fait, un être, et d'en faire un devoir-être. Et on va voir comment pourrait se faire ce passage
à propos de la circulation totale au-delà du contrôle, spécialement vue sous l'angle du prisme des risques, notamment. Et puis, deuxième temps de l'approche, le juriste a une vision qui est épistémologique. Il accepte de reconsidérer ses constructions à l'aune d'un phénomène. Pourquoi? Parce qu'il se rend compte que le phénomène qu'il a à traiter n'est pas équivalent au phénomène qu'il traite d'ores et déjà, et qu'il lui faut donc réimaginer une nouvelle construction. Rappelez-vous, Adam et Ève, le début du monde, je réimagine quelque chose, ou j'imagine quelque chose à propos d'un phénomène, parce qu'il n'y a rien, et qu'il faut construire quelque chose, si bien sûr il y a un besoin qui est corrélatif. Alors voyons les deux temps, le temps de catégorisation et le temps de reconstruction. Alors sur le temps de catégorisation, je vais vous présenter trois étapes, trois façons de voir, en insistant sur le premier qui est en relation la plus directe avec l'hypothèse du risque invisible, qui était le sous-titre de ma conférence, je n'ai pas oublié. Et les deux autres, j'irai un peu plus rapidement, mais ils sont très importants pour le juriste, aussi importants que les deux premiers. Et je vous les donnerai quand même pour vous donner un peu une idée de ce que le juriste est capable de faire, ou de ne pas faire, donc, à partir d'un phénomène sur lequel il essaye de construire des choses un peu nouvelles. Alors sur la catégorisation, il y a trois choses. Première chose, c'est l'hypothèse de ce qu'on appelle le risque invisible. Alors, vous savez, cette recherche est la conséquence de heureux hasard. Hein, c'est le propre de toute recherche. Hein. On a une hypothèse, mais on ne sait pas du tout où on va. Et puis, les rencontres, c'est pour ça qu'il faut, comme chercheur, voyager, rencontrer des gens, travailler avec des horizons extrêmement variés. Et il n'y a que comme ça qu'on y arrive. Les choses se font. Alors, il se trouve que, par Internet, j'ai eu accès à un appel à contribution d'une revue qui s'appelle Riseo, qui est tenue par un centre de recherche dans l'Est de la France, sur le thème des risques invisibles. La deadline était passée, j'ai quand même envoyé ma candidature, ma proposition, en faisant amende honorable, en m'excusant de ne pas avoir respecté le délai, mais il faut dire que je ne l'avais pas vu. Et mes interlocuteurs ont été ravis, ils m'ont dit, mais alors ça c'est extraordinaire, on a une hypothèse de risque invisible, ça nous intéresse. Alors qu'est-ce que c'est qu'un risque invisible ? Un risque invisible, c'est apparemment pas une expression qu'on utilise dans le monde anglo-américain, on va dire, hein, ou en tout cas dans la langue anglaise. Donc ça, c'est quelque chose à vérifier, mais c'est intéressant de le savoir. Le risque invisible, c'est le risque, donc il y a quelque chose qui présente un niveau d'incertitude, ça c'est ce que vous avez l'habitude de travailler, c'est-à-dire qu'on ne sait pas exactement quand et comment ça va arriver, même si on est bien sûr capable d'en parler de manière générale. Ça, c'est l'hypothèse risque. Et il est invisible pour deux raisons alternative. Soit il est invisible parce que personne ne sait qu'il existe. Donc ça, c'est l'hypothèse de la substance maligne qui donc propage, je ne sais pas, des fausses couches, par exemple, chez les femmes enceintes. Et on ne sait pas que les fausses couches ont pour origine tel ou tel facteur. Et deuxième voie de l'invisibilité, on sait que le risque existe, mais on n'en parle pas. On ne veut pas en parler, on ne le traite pas. Alors, si je ramène ça à mon hypothèse de circulation totale au-delà du contrôle est une hypothèse de risque invisible, en ce sens qu'on voit bien qu'il existe. Hein. Tous les exemples que j'ai donnés de manière vulgaire montrent que tout le monde est capable de dire, oui, effectivement, il y a un échappement du contrôle dans les phénomènes de circulation, mais on ne veut pas en parler. Alors, j'ai cherché à comprendre pourquoi on ne voulait pas en parler. Je vous donne mon explication Café du commerce bis, hein, deuxième intrusion. Alors, c'est un peu mieux que Café du commerce, vu le quartier où on est, mais enfin, vous imaginez ce que ça peut vouloir dire. Première explication, bien sûr, les dirigeants ne veulent pas parler du risque de défaut de contrôle des phénomènes de circulation qu'ils sont censés gouverner. C'est l'aveu de leur impuissance. Le gouvernant public ou privé, chef d'entreprise, chef d'État, n'a pas un discours égal sur n'a pas de discours sur ce sujet. Alors, ce n'est pas tout à fait exact. C'est là où c'est intéressant d'aller voir ailleurs. Hein, vous avez mené des recherches entre l'Inde et l'Union européenne. Au Brésil, ils sont capables d'avoir ce discours parce qu'ils sont capables de dire on est victime de tout ce que l'Occident ou disons la partie nord-américaine, plutôt leur cible, provoque chez nous. Donc ils sont plutôt capables d'avoir ce discours. Mais vous imaginez bien qu'en France, notre élite française, nos cols blancs, hein, en quelque sorte, dont nous faisons largement partie, eh bien, n'est pas disposée à parler de son incapacité à gouverner, spécialement pour des circulations que nous avons nous-mêmes provoquées. Deuxième explication, les mafieux jouent un rôle très important dans ces phénomènes de circulation. Donc tous les circuits souterrains
ne fonctionne que par le processus de circulation. Pourquoi? Parce que le grand truc du mafieux, c'est de faire passer une chose d'un état légal à un état illégal, et c'est régulièrement souterrain, puis ensuite ça devient visible, etc. C'est le processus du blanchiment de l'argent, hein, qui fonctionne comme ça. Les déchets, c'est pareil. Les migrants, c'est malheureusement pareil, etc. Donc on a des exemples tragiques dans tous les domaines à ce sujet. Eh bien, le mafieux ne va pas communiquer sur son business, c'est bien clair. Les populations ne veulent pas croire au pire, vous le savez bien. Hein, on a beaucoup de mal à faire prendre, notamment question de changement climatique, pour faire prendre conscience des réalités qui s'annoncent. On passe pour un désespéré ou un catastrophiste de mauvaise aloi, et donc ça ne perce pas. Et dernier élément, il est très important, les scientifiques n'en parlent pas. Pourquoi? Parce que c'est très difficile de parler de quelque chose qu'on ne mesure pas. Et si je parle d'une circulation totale au-delà du contrôle, si elle est vraiment totale au-delà du contrôle, ça veut dire que je ne suis même pas capable de faire le monitoring sur la circulation, de la mesurer, parce que je n'ai pas d'indicateur, et si je n'ai pas d'indicateur, je ne peux pas construire des modèles, et donc je ne peux pas faire œuvre de science. Voilà. Donc tout le monde, alors je ne suis pas en train de développer la théorie du complot, hein, je ne suis pas parano, ce n'est pas le sujet, mais il se trouve qu'il y a des bonnes raisons pour tout le monde, y compris pour nous, hein, nous sommes dedans, de ne pas en parler. Alors qu'est-ce que ça apporte de dire qu'il y a un risque invisible? D'abord, ça sert à le rendre visible. Dire qu'un risque est invisible, le but, c'est clairement de le rendre visible, c'est-à-dire de faire accéder à la gouvernance du risque la réalité dont on parle. Ça, c'est le premier objectif. Le deuxième objectif est beaucoup plus intéressant. L'entrée risque invisible va nous aider potentiellement à changer totalement nos approches du sujet en relation avec ce risque. Alors, clairement, et ça c'est un point très important de ma recherche qui je pense peut avoir de connexions importantes avec, pour ce que j'en ai compris, le projet que vous tenez et que vous développez. L'idée c'est de faire comprendre aux acteurs qu'il faut changer radicalement le discours sur le contrôle. Tout le discours du droit et des gouvernances, le droit n'est qu'un outil de gouvernance, mais tous les discours du droit et des gouvernances portent sur le contrôle des émissions, des flux migratoires, des flux de déchets, de capitaux et de données. Ça, je l'ai vérifié dans tous les domaines. Si je prends les textes juridiques, et là, je suis plutôt à l'aise, hein, c'est ma partie. Tout est rivé sur le contrôle. Pourquoi? Parce qu'on est, encore une fois, dans cette idée que puisque l'homme est à l'origine du flux, il lui suffit de débrancher la machine pour contrôler le flux. Donc il a le contrôle. Puisque c'est sa technique qui a permis le flux, c'est sa technique, il a la main sur la technique, et donc sa technique doit permettre le contrôle. Or, dans les exemples que je prends, encore une fois de manière très vulgaire, je crois pouvoir dire sans difficulté que la réalité est tout autre. La réalité est tout autre, c'est-à-dire que pour une part à déterminer, ce n'est pas nécessairement du 100%, bien sûr, hein, c'est une part qui va être différente selon les lieux. Rappelez-vous les déchets, à Rio et à Lyon, ce n'est pas la même chose. Donc ça, tout ça se mesure de manière, si ça se mesure de manière fort différente, selon les contextes, les lieux, etc., les niveaux de gouvernance, enfin, il y a tout plein de paramètres qu'on peut mettre en ligne de compte. Eh bien, il me semble qu'on est face à des phénomènes qui, globalement, échappent au contrôle. Et donc, qu'est-ce que ça va avoir comme conséquence très importante? Plutôt que de continuer à nourrir un discours sur le contrôle, et donc notamment pour le juriste, un discours du droit sur qui doit contrôler et quelle est la sanction en cas de défaut de contrôle, il faut réfléchir à des mécanismes du type qui supporte le défaut de contrôle. La question n'est pas de savoir qui contrôle, la question est de savoir qui supporte le défaut de contrôle. Et ça, c'est un changement radical d'approche dans tous les domaines que j'ai donnés. J'en suis absolument certain, je l'ai vérifié, je ne l'ai pas écrit encore parce que j'ai un livre en chantier, mais je peux sans difficulté démonter le discours qui actuellement est sur le contrôle en disant arrêtez de parler de quelque chose qui n'existait pas, parlez de ce qui existe, c'est-à-dire dans une proportion, encore une fois, je ne trace pas un tableau noir, hein, dans une proportion à définir, il y a un défaut de contrôle. Et c'est là où, quand j'ai lu votre article dans The Conversation, après j'ai acheté 2 livres,
et je sais qu'il y en a plein d'autres, mais je suis au début de ma bibliothèque Burgess, je me suis dit, voilà quelqu'un qui va donner un nom à ce défaut de contrôle qui va être l'incertitude, l'incertitude dans la gestion géopolitique du risque, et qui va être capable de remplir cette incertitude de quelque chose par une recherche de sens, de valeur, et c'est votre approche éthique, si j'ai bien compris, de ce type d'hypothèse. Alors là, le juriste, on est loin du travail du juriste, parce que le juriste, la question des valeurs, ce n'est pas son problème, c'est le problème des autres. Mais le juriste qui est capable de passer le pont avec le monde des valeurs, c'est ça que moi j'essaye de faire, et c'est ma proposition dans ce type d'échange, de dire, moi je suis capable de voir le moment où je suis au bout de ma construction, et où j'ai besoin d'un étage autre, je ne dis pas supérieur, il est autre, un étage autre qui va être rempli par d'autres approches, mais je vais être capable de passer le pont. Et passer le pont, pour moi, ça veut dire, encore une fois, dans mon domaine juridique qui est un petit domaine, qui est un domaine important, mais qui n'est pas évidemment l'alpha et l'oméga du sujet, eh bien, en considérant que le droit doit changer son discours sur la question du contrôle et faire du défaut de contrôle les prémices de nouveaux possibles. Alors, le droit n'abandonnera jamais le discours sur le contrôle, jamais. Et j'ai des exemples, je ne peux pas les développer ici, très techniques, je peux vous donner des exemples des situations de non-contrôle où le juriste garde un discours sur le contrôle. C'est normal qu'il garde un discours sur le contrôle. Mais la question, ce n'est pas de dire qu'il n'y a plus de discours sur le contrôle, c'est de dire que le discours sur le contrôle fait son office, mais qu'il faut lui ajouter un deuxième discours sur le défaut de contrôle. Je prends un exemple, c'est pas vraiment du droit, c'est de la gouvernance, et de la politique publique, et en l'occurrence de la politique globale. Imaginez, c'est la proposition que j'ai faite dans le papier qui vous a été communiqué, à la suite de cette heureuse rencontre avec Dominique Bourg, qui est de l'Université de Lausanne, de dire, dans les COP, au propos des conférences entre les parties, à propos du changement climatique, serions-nous capables d'ouvrir un deuxième espace de discussion sur l'hypothèse, et si la situation, if it is, c'est le nom de mon projet, et si la situation nous échappait. Et si vous êtes capable parallèlement de travailler sur, on doit tout faire pour que la situation ne nous échappe pas, et quand elle nous échappe, pour contenir les effets, c'est ce qu'on fait actuellement, si on est capable dans un même temps de construire du discours, des mécanismes, et y compris des règles juridiques sur le scénario de perte de contrôle, qu'on chiffre, on dit plus tant de degrés égale, on aura échoué, le premier point aura échoué, et on réfléchit dès maintenant à ce qu'on sera très probablement obligé de faire, ou que les circonstances nous amèneront à faire, en 2030, en 2050, j'en sais rien évidemment, en prenant des mesures qui sont totalement draconiennes, de type sortie totale de certaines énergies, par exemple, pour ne prendre que cet exemple, qui serait de nature à complètement renverser la perspective compte tenu des circonstances. Voilà. C'est ce travail-là qu'on peut imaginer autour de l'approche par le risque invisible. Donc, l'entrée risque invisible, le but c'est de le rendre visible, c'est de changer la nature du risque, c'est de considérer que le risque dont on parle, c'est un risque de défaut de contrôle, c'est probablement un risque qu'on ne peut pas dompter par des logiques purement comptables, c'est clair, on est dans autre chose. C'est intéressant pour ça, parce que là, les assureurs comprennent ce que c'est qu'un risque invisible, puisque ça sort par définition de leur schéma comptable. Ils ne gagnent pas d'argent avec, mais une fois que c'est sur la table, et si on ne peut pas y échapper, il va bien falloir essayer de construire quelque chose avec, et ça permet d'y accéder. Voilà un premier élément que j'ai développé volontairement, parce que je crois que c'était celui qui entrait le plus en résonance avec vos centres d'intérêt. Je vais aller plus vite sur les autres, faisant attention de ne pas être trop long. Deuxième élément, juste pour vous laisser entrevoir des champs de recherche que je trouve comme juriste tout à fait intéressant. Les phénomènes de circulation totale au-delà du contrôle ont cette caractéristique de produire des masses. C'est-à-dire que la personne qui bouge, les données, l'argent, les déchets, bien sûr les gaz à effet de serre, le phénomène de circulation qui échappe au contrôle des acteurs crée des phénomènes de concentration et donc des phénomènes de masse. Et pour le juriste, il y a une vraie question qui est de savoir s'il peut traiter dans un même temps, parallèlement, l'objet comme une unité et l'objet comme une masse. Alors la réponse est, bien sûr, techniquement, il peut le faire.
mais ça demande un effort d'ingéniosité qui n'a pas encore été déployé. Je prends deux exemples. Le premier exemple, c'est l'exemple des déchets. On imagine bien le statut individuel du déchet. Vous avez une armada de réglementation avec, vous imaginez bien, des réglementations très différentes selon les types de déchets pour le déchet pris individuellement. Et puis, vous imaginez que la règle de droit va s'intéresser aux concentrations de masse de déchets qui vont devenir un objet du droit différent de déchets unités et qui va appeler le jeu d'autres règles. On va s'intéresser à la masse. Par exemple, on essaye de réglementer les îlots plastiques, pour prendre un exemple très simple, dont je parlais tout à l'heure. Je prends maintenant les personnes, sujet hautement sensible. Le discours sur les masses qui circulent est laissé le plus souvent à des visions populistes du problème. Il faut investir ce discours sur la masse qui circule. Il faut arriver à en parler de manière rationnelle, en sachant que c'est extrêmement difficile. Pourquoi? Parce qu'on a tout construit sur les droits individuels. On a créé des droits fondamentaux de la personne à circuler, à demander l'asile, etc., etc. Et il faut en même temps, parce qu'on a des réalités de ce type, traiter les situations où on n'est plus dans le cas individuel, on est dans la masse. Et il faut concilier les deux, parce qu'il ne s'agit pas de bafouer dans un même temps les droits individuels qui ont été reconnus. Les juristes sont de manière générale, les gouvernances sont très loin de cette perspective, et je suis convaincu qu'il faut l'investir. Parce que si on ne le fait pas, c'est des esprits malins qui vont le faire avec les fins que vous imaginez. Et les discours odieux auxquels on assiste à épisodes réguliers. Voilà. Donc il faut construire quelque chose là-dessus. Quoi, comment, le boulot est à faire, hein, mais il y a quelque chose. Alors ce qui est intéressant, c'est que si on commence à creuser de plus près, il y a déjà des choses. Mais quand on traite, il y a des phénomènes, par exemple il y a une directive de 2011 européenne qui a traité des situations de crise où il fallait donner une protection provisoire aux personnes. Le flux était tellement important qu'il fallait protéger tout le monde avant de savoir qui relevait d'un statut protégé, donc réfugié, ou était migrant économique, par exemple. Bon. Donc ça existe, sauf que ça n'a jamais été mis en œuvre. Il n'y a pas le courage derrière, on a l'outil juridique, mais il n'y a pas le courage. Et s'il n'y a pas le courage derrière, c'est parce qu'on ne sait pas, quand on est un gouvernant raisonnable, je ne parle pas d'un voyou, on ne sait pas traiter le sujet par la masse. Or, la masse, elle existe. Et elle pose des problèmes spécifiques qu'il faut savoir traiter indépendamment des cas individuels. Troisième exemple de champ tout à fait intéressant pour le droit, qui est plus, qui est géométrique, on va dire. Il y a deux façons de traiter la circulation en droit. Soit on traite la circulation, et je faisais une allusion tout à l'heure à ça au début d'exposé, en tant que telle, c'est-à-dire qu'on essaye de trouver des règles juridiques qui sont capables de saisir le mouvement dans sa totalité. Je prends un exemple, Convention de Tokyo sur les passagers aériens. Imaginez un individu dans un avion qui tient des propos haineux à l'égard de, je sais pas, un personnage public. Les portes de l'avion sont ouvertes, enfin une porte de l'avion est ouverte, c'est la loi du pays où l'avion est stationné qui s'applique. Les portes sont fermées, a priori en l'air il est fermé, l'avion. C'est la loi d'immatriculation de l'avion qui s'applique. Donc là, le droit est capable de construire une solution de bout en bout. Vous avez un statut juridique, et elle le fait par un traité international, avec un niveau de règles quand même assez sophistiqué pour arriver à ce résultat. Et puis, vous avez des règles de droit qui traitent la circulation par voie de conséquence, c'est-à-dire par les causes ou par les effets. 95% des règles juridiques traitent la circulation par voie de conséquence. Très peu de règles traitent la circulation en tant que telle, avec un taux d'échec élevé. Quand on le fait, ça ne marche pas dans bien des hypothèses. Je ne dis pas que l'un est meilleur que l'autre, mais ce que je peux vous assurer, c'est que je ne connais pas un juriste qui a cette vision de la circulation comme arrière-plan de ses constructions, qui a ce modèle, on parlait de modalité, hein, qui a ce modèle pratique, ce décliné que j'ai eu en écoutant des sciences dures avec des graphes et avec des flèches et avec des points. Et moi j'ai dit, ben oui, il y a un truc à chercher là pour le juriste, à traiter la situation comme un point, c'est-à-dire par ses causes ou ses effets, ou dans son mouvement, c'est la flèche ou le trait entre deux points. Eh bien, ça peut complètement renouveler les analyses juridiques. Deuxième temps, qui sera beaucoup plus court, reconstruire, et plus accessible, enfin en tout cas moins juridique, reconstruire comment le juriste sort de son confort de catégorisation, parce que ça, encore une fois, il sait faire, et je dirais même qu'il a une sorte d'avantage
compétitif sur d'autres disciplines à faire ce travail-là. Il a un vrai savoir-faire qui est intéressant. Comment il cherche à reconstruire son savoir à partir d'un phénomène nouveau, ou en tout cas qui n'a pas encore complètement accédé à la réalité juridique. Alors, de ce point de vue, il y a deux entrées. Une qui est assez classique et l'autre qui est plus ambitieuse. La première entrée consiste à, au fond, déconstruire le discours du juriste sur la circulation. Alors, je ne peux pas le développer de manière détaillée, mais j'ai des tas d'exemples où le juriste, alors par exemple ça peut être un juge, pas nécessairement, mais la figure est simple, un juge parle d'un phénomène de circulation. Par exemple, on a une décision européenne sur les flux de circulation de données entre l'Europe et les États-Unis, avec une décision européenne qui a interdit qu'on applique un dispositif juridique pour lequel il a fallu penser un nouveau dispositif juridique. Si je prends l'arrêt européen de la Cour de justice, que je le donne à un informaticien éclairé, et j'en connais un, sur le discours qu'il utilise à propos de la circulation des données, l'informaticien va me répondre que ce qu'écrit la Cour de justice, ça ne correspond à rien. C'est-à-dire que la vision qu'a le juriste des flux de données qu'on contrôle, qu'on envoie par paquet, comme on envoie des colis de l'autre côté de l'Atlantique, ça, c'est un machin qui n'existe tout simplement pas. Voilà. Donc, il faut entrer dans ce champ, pas pour embêter les juristes, mais pour dire aux juristes, attention, vous parlez de quelque chose qui est certainement plus compliqué que la représentation que vous en faites. C'est normal, hein, le droit est un droit fixateur qui prend des décisions violentes. Et donc le droit est obligé d'avoir des idées simples sur des problèmes compliqués, sinon il ne tranche jamais. Et nous, on tranche tout le temps en droit. Donc ça, c'est normal que le droit réduise. Mais ce qui n'est pas normal, c'est que le juriste ne sache pas à quel point il réduise la réalité. Et s'il réduit la réalité à un point tel qu'il ne sait que ce qu'il dit n'a plus rien à voir avec la réalité dont il parle, ben il est à côté de la plaque. Il s'est trompé, il se trompe de discours. Donc ça, c'est un exemple. Je prends un deuxième exemple, dans un tout autre domaine. On a une matière en droit qui s'appelle le droit du commerce international, qui en gros pétri de néolibéralisme. Je pourrais dire ça aussi à propos des libertés européennes de circulation. Je fais un travail critique là-dessus, sur les décisions européennes et nationales ou des discours des juristes sur les libertés de circulation, qui est en gros complètement phagocyté par une vision néolibérale dans laquelle a baigné toute cette construction post-Seconde Guerre mondiale ou même antérieure, hein, dans laquelle nous sommes placés. Et on a des juristes qui, en gros, disent « bon, ben, il faut que ça circule, donc je vais tout faire pour que ça circule, en droit », mais qui jamais se demandent pourquoi ça doit circuler, quelle est la justification de la circulation, dans quelle proportion ça doit circuler, quel est l'objectif poursuivi par la circulation, quelles sont les valeurs, si je rentre dans le domaine des valeurs, que la circulation est censée promouvoir, et là, personne. Et j'ai participé à un colloque il y a, je ne sais pas, 5-6 ans, 7-8 ans, je ne sais plus, à Amiens, très bon colloque sur la prestation de services internationale. Il y a beaucoup de choses en vente internationale, mais peu, parce que c'est compliqué la prestation de services internationale. J'ai fait l'intro avec une économiste, justement un peu pour dire de quoi on parle quand on parle de prestation de services internationale, vision juridique et économique. Et toute la journée, les gens qui intervenaient, c'était tous des gens très très bons, hein, aucun problème. Hein. Beaucoup de maisons environnantes de ce lieu, juristes. Toute la journée, ils ont tout fait pour que la règle de droit permette la prestation de services internationaux, sans aucun sens critique, sans même avoir ne serait-ce qu'une représentation un peu concrète de ce dont ils parlaient. Voilà. Et ça, c'est un phénomène extrêmement répandu. Il y a un auteur après-guerre, Le Rebours-Pigeonnière, qui a fait un manuel de droit international, droit du commerce international, et qui dit, première édition, les exigences du commerce international. C'est l'expression qu'il utilise. Deuxième édition, les besoins du commerce international. Ça a dû faire tilt quand même là. Il s'est dit, exigence, c'est un peu fort. Hein, c'est quoi où est l'impérium qui veut qu'il y ait un commerce international? Donc il a un peu tempéré. Mais si vous ouvrez les bouquins de droit du commerce international, soit on a des choses qui sont un peu souples, hein, on va dire, qui sont un peu vagues, pluridisciplinaires, mais on parle du truc, mais sans vraiment le discuter.
Mais ce qui est incompréhensible, c'est que le juriste ne rentre pas dans un travail critique à ce sujet. Dernier point, je finis avec ça, j'en ai pour 2 minutes. Dernier point, toujours sur la reconstruction. Alors ça, c'est la grande ambition sous-jacente du projet qui m'est venue, que je formule depuis pas très longtemps, quelques semaines, à vrai dire, qui est donc le résultat de première année de recherche. Je pense qu'il faut arriver à développer des lieux pluridisciplinaires où les juristes vont accepter de parler des objets auxquels s'applique la règle de droit sans expliquer la règle de droit. Parce que si j'arrive et que je vous fais un cours sur le transport aérien et le régime juridique transport aérien, avec les risques inhérents, je vais vous ennuyer pendant 90% de mon temps. En revanche, si je viens vous voir en vous disant la réalité, et je vais vous d'ailleurs répondre à la question, la réalité que cherche à attraper le droit des transports, pour le juriste, c'est ça. Alors je vais vous répondre. Hein. La réalité que le juriste cherche à attraper en droit des transports, c'est le contrat. C'est le contrat. C'est ça la réalité qu'il veut appréhender. Donc c'est très différent d'une autre discipline qui va réfléchir ou penser l'objet transport aérien avec une toute autre optique. Bon, pour le juriste, c'est clairement le contrat. Le transport, c'est le contrat, donc je dois sécuriser le contrat. Il faut que les avions ils décollent et ils atterrissent. Donc, je sécurise le contrat. Donc, tout le travail du juriste, c'est de sécuriser le contrat. Il faut que nous puissions discuter de cet objet auquel s'applique la règle pour pouvoir échanger dans une approche pluridisciplinaire autour de cet objet. Et si je reviens à mon projet sur la circulation totale au-delà du contrôle, l'objectif, au fond, de mon projet, c'est d'essayer d'identifier si dans toutes les règles qui intéressent la circulation, il y a des moments où le juriste a comme véritable objet la circulation, ou si au contraire, il a comme objet tout à fait autre chose. Il a très souvent tout à fait autre chose en tête, et rarement la circulation en tant que telle. Et s'il veut saisir la circulation en tant que telle, spécialement parce que c'est un phénomène rare, complexe, c'est mon hypothèse de travail, alors il fait l'effort de se déplacer sur un nouvel objet. Voilà. Et ça n'est possible que si j'ai une vision enrichie de mon objet. Je reviens à ma remarque du début. J'ai eu cette discussion, hein, des fois dans des termes assez comment dire, polémiques, mais ce n'était pas désagréable. Une discussion comme ça avec un juriste qui me dit il y a le être et le devoir être. Moi, je ne parle que du devoir être, je ne sais pas ce que c'est l'être. Donc, si vous me parlez d'un truc qui n'existe pas en droit, ça n'existe pas pour moi. Et je lui réponds mais si vous dites que ça n'existe pas en droit, vous ne nous avez toujours pas dit ce que c'était. J'ai posé la question comme ça en public. Vous n'avez toujours pas dit ce que c'était. Et j'ai senti une petite gêne. Si vous ne nous avez toujours pas dit ce que c'était, ben vous n'avez pas répondu à la question. Voilà. Donc, quand la réponse n'est pas dans la règle de droit, elle est ailleurs. Et si elle est ailleurs, elle est dans la manière dont le droit ou le juriste se représente l'objet qu'il doit traiter, peu importe s'il ne l'a pas encore traité. Voilà. Et pour avoir une idée de cet objet, eh bien, il faut nécessairement entrer dans des logiques pluridisciplinaires, quitte ensuite à revenir. Rappelez-vous, le droit, c'est le devoir être. Donc le droit peut avoir sa vision à lui, tout à fait réductrice, différente de celle des autres. Ça ne pose pas de problème, mais encore faut-il qu'il le sache et qu'il fasse cet effort-là d'entrée et de sortie. Et je crois que c'est important. Alors égoïstement, c'est important pour les juristes parce que ça nous ferait exister dans des sphères où seuls les sociologues, les politologues, les économistes existent actuellement. Vous prenez un grand quotidien, vous n'avez pas de base juridique, vous avez une page économique, société, politique, mais vous n'avez pas de page scientifique, mais vous n'avez pas de page juridique, ça n'existe pas. Donc ça, c'est le point de vue égoïste. Le deuxième point de vue, c'est que le besoin de droit est partout, surtout, spécialement dans les situations tendues, et notamment dans les situations de gestion de crise. Donc il y a un besoin de droit qui est considérable. Et nous n'arriverons à satisfaire ce besoin de droit, nous, juristes, que si nous sommes compréhensibles des autres. Et pour ça, il faut être capable de représenter les objets, c'est-à-dire les réalités auxquelles le droit s'applique, même si cette représentation est celle des juristes et pas celle d'autres savoirs. Voilà, j'ai terminé. Merci. C'est un exposé vraiment très riche à plusieurs égards. D'un côté, vous avez parlé vous avez fait une analyse du risque, des concepts relativement concrets, mais difficiles, comme le risque, comme la circulation. Et de l'autre part, vous avez parlé
en profondeur vraiment des sciences juridiques. Donc c'est une analyse et une méta-analyse à la fois. Donc on peut s'interroger sur les deux, poser quelques questions sur le risque, sur la circulation, mais aussi sur ce que c'est une science, par exemple la science juridique. Donc j'ai très envie de vous interroger un tout petit peu sur ces derniers, mais je pense qu'on va commencer par le risque, parce que c'est effectivement l'objet de notre séminaire ici, et la parole est à vous. Donc vous voulez, il suffit de faire un signe. Mais risque invisible, on peut vraiment commencer avec une question de base, un tout petit peu philosophique, peut-être un peu trop philosophique même. Est-ce que le risque existe? Est-ce que le risque existe? Pour qui existe-t-il et sous quelles conditions? Donc, en disant que le risque est invisible, je dois tenir ce micro. En disant que le risque est invisible, c'est que pour certains, ça n'existe pas, ou ce n'est pas perceptible, ça ne fait pas partie du champ des objets sur lesquels il travaille, sur lesquels il réagit. Qu'est-ce que ça veut dire que le risque est invisible? Effectivement, au début de ce séminaire, je pense que les toutes premières séances, j'avais proposé l'hypothèse que le risque est subjectif, c'est-à-dire que ça dépend du point de vue, ça dépend d'une certaine réalité qu'on lui donne, et si on ignore un danger, alors il n'existe pas. Je pense avoir parlé des météorites qui se balancent vers nous du cosmos. Et si on n'est pas au courant de tout cela, on n'a pas peur, on n'est pas en condition d'insécurité, on n'est pas menacé du point de vue subjectif, et donc on n'est pas dans une situation de risque. Donc c'est un point de vue, une position assez constructiviste, assez subjectiviste et assez radicale à certains des égards, en disant que les risques n'existent pas si on ne les voit pas. Donc un risque invisible, est-ce qu'il existe? Moi, je dirais non. Mais selon vous, si j'ai bien compris, un risque invisible, c'est juste une question de pratique, de procédure, qu'il n'est pas inclus dans la procédure dont se sert une analyse de risque. Est-ce que j'ai raison? Est-ce que vous pouvez commenter? Alors, d'abord, il n'y a pas de réalité objective pour le droit. Donc, quand vous me dites j'ai une définition subjective du risque, si le juriste a apporté sa contribution à la définition, ce sera aussi une définition subjective, exactement celle que vous avez donnée. C'est-à-dire qu'il n'y a pas de réalité objective risque pour le droit qui viendrait en quelque sorte s'imposer au droit ou que le droit ignorerait par cloisonnement, par posture, on va dire. Donc, bien sûr que le risque dont on ne parle pas en droit est un risque qui n'existe pas. Ça, c'est le premier élément de réponse. Donc, je vous suis complètement, et ce n'est pas subversif chez nous de dire ça. Hein. C'est vraiment commun parce que, encore une fois, en droit, n'existe que le construit, pas le donné. Donc, il n'y a pas de réalité objective qui s'impose au droit, véritablement. Il y a la pesanteur, mais la pesanteur, ce n'est pas une réalité pour le droit. C'est ce que le droit va en faire dans ses constructions. Pour prendre... Si j'ose vous apprendre, oui. Les juristes s'occupent des faits, vous avez dit. Oui, donc, mais ils s'occupent des faits qui les intéressent. Et aussi, ils s'occupent des faits à la manière qu'ils veulent. Hein? Si je prends par exemple la mort, je prends souvent cet exemple, ça c'est un fait qu'on peut analyser.